Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission, essentiellement axé ce soir sur la gouvernance au pays sur fond du rapport ITIE 2012. En attendant donc la publication du rapport ITIE 2013, 2014, voire même 2015, nous allons ce soir essayer de passer en revue les grandes lignes de ce rapport ITIE 2012. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous et sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez comme activiste de droits de l'homme, Maître Jean-Claude Katende, mais ce soir nous allons le recevoir en tant que coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez. Maître, bonsoir et bienvenue chez nous. Bonsoir madame. Alors vous êtes coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez. Parlez-nous un peu de cette structure, parce qu'on vous connaît quand même chez Lazado. Hein? Oui, disons que la coalition Publiez ce que vous payez fait partie de la campagne internationale Publiez ce que vous payez. La campagne qui a été lancée en 2002 par un certain nombre d'ONG internationales qui demandent aux pays riches en ressources naturelles de pouvoir publier tous les paiements qu'ils reçoivent des industries extractives. Et en même temps aussi, la même demande, le même appel est fait aux entreprises extractives de pouvoir publier tous les paiements qu'elles font auprès des gouvernements des pays riches en ressources naturelles. Et cette campagne, au début, elle regroupait une vingtaine d'organisations, mais aujourd'hui, dans les pays riches en ressources naturelles, particulièrement en Afrique, nous avons plus de 30 coalitions nationales qui travaillent dans ce domaine et dont les activités tournent principalement autour de la mise en œuvre des litiges. Et en République démocratique du Congo, la coalition Publiez ce que vous payez a été mise en place en 2006 avec plusieurs missions, dont la principale est d'accompagner la mise en œuvre des litiges en République démocratique du Congo. L'accompagnement signifie tout simplement que la société civile, particulièrement la coalition Publiez ce que vous payez, doit veiller à ce que la mise en œuvre soit conforme à la norme internationale ITIE. Et là, je peux dire que la coalition Publiez ce que vous payez en République démocratique du Congo joue un peu le rôle de chien de garde pour que les processus soient mis en œuvre de manière satisfaisante, en sorte que ces effets puissent avoir des retombées, non seulement pour les pays, mais particulièrement pour les communautés qui sont affectées par les activités des industries extractives. Tout au long de cette émission, on essaiera de parler également de ce que la RDC a pu gagner quand même par rapport à ce processus des litigieux, mais je rappelle également aux téléspectateurs que c'est vraiment une émission explicative. On va essayer d'expliquer en profondeur c'est quoi l'ITIE, son apport, ses avantages, ses objectifs, et c'est que la RDC arrive à gagner en adhérant à un tel processus. Alors je commence par la première question, vous nous parlez, l'ITIE c'est quoi? Bon, l'ITIE c'est tout simplement l'abréviation de l'initiative de transparence des industries extractives. C'est une norme internationale de transparence dont l'objectif est de demander aux pays riches en ressources naturelles de publier tous les paiements qu'ils reçoivent des industries extractives. Parce que vous savez que dans le cadre de la redevabilité, l'information est au centre. Et l'ITIE a pour rôle principal de mettre les informations relatives aux revenus des industries extractives entre les mains des citoyens, pour que les citoyens connaissent qu'est-ce que les secteurs extractifs apportent au pays, pour que, après avoir connu ce que le secteur produit, que les citoyens demandent des comptes aux gouvernants. Comment cet argent est affecté, comment il est utilisé. Ça, c'est le rôle principal de l'ITIE. Et toutes ces informations sont contenues dans les documents qu'on appelle le rapport ITIE. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons accepté de participer à cette émission dans le cadre de la dissémination du rapport 2012, que nous puissions porter certaines informations à la disposition du public. Il faut dire que le processus est peu connu, non, mal connu, ou pas du tout connu en RDC. Hein. Et pourtant, on voit que c'est quelque chose de très important pour la société, pour la gouvernance, pour le développement du pays. Qu'est-ce qui se passe avec la coalition?
Non, il faut dire que le processus n'est pas connu, je dirais que c'est très fort. Il faut dire aussi qu'il y a des endroits où le processus n'est pas connu. Mais cela est dû tout simplement au fait que les moyens qui ont été utilisés jusqu'à aujourd'hui pour véhiculer des messages n'ont pas été des moyens pour nous appropriés, principalement les médias commerciaux. Et ce sont des médias, c'est vrai, pour des grandes villes, des grands centres urbains, ce sont des médias qui sont accessibles. Mais quand vous allez à l'intérieur du pays, ces médias ne sont pas accessibles. Et vous êtes d'avis avec moi que la grande partie de notre population ne se retrouve pas dans les grands centres urbains, mais c'est dans les milieux ruraux. Et c'est pour ça qu'au niveau de la campagne Publiez ce que vous payez en République démocratique du Congo, nous avons pensé qu'il fallait, pour susciter l'engouement, faire deux choses importantes. La première, c'est qu'il faut changer le format du rapport actuel. Le rapport tel qu'il est fait actuellement, il contient principalement des informations qui sont relatives aux revenus perçus par le gouvernement. Mais une autre partie sur laquelle la transparence doit devoir s'exercer, ça veut dire la dépense. Quand vous regardez dans le rapport, il n'y a pas des parties, ou il n'y a pas une partie qui porte sur la manière dont le gouvernement a réparti les revenus issus des industries extractives et de la manière dont cet argent a été utilisé. Or, c'est cette deuxième partie qui intéresserait la population pour savoir si on a eu 1 milliard de dollars du secteur, moi qui suis à côté d'une industrie extractive, qu'est-ce que ma communauté, qu'est-ce que mon village, qu'est-ce que ma ville, qu'est-ce que ma province a pu gagner. Mais si on me dit par exemple qu'avec cet argent, une partie a été affectée à la construction de l'hôpital X dans ton village, à l'école Y dans ton village, cela devient intéressant pour toi parce que tu peux aller sur terrain vérifier si cette école la traçabilité, ou cet hôpital, en fait, oui, a été effectivement construit. Et s'il a été construit, est-ce que cette école, cet hôpital répond aux normes en termes de qualité? Et ça peut susciter de l'intérêt pour la population. La deuxième chose, c'est les moyens de communication. Et au niveau des moyens de communication, nous sommes actuellement en train de mettre en place un projet pilote qui porte sur le travail de publier ce que vous payez avec les radios communautaires. Nous avons commencé ce programme au Bas-Congo et je vous dis que si vous allez au Bas-Congo maintenant, vous allez sentir la différence parce qu'il y a de l'intérêt. Nous travaillons avec 20 radios communautaires dont les programmes, pour ce qui concerne la gouvernance, sont centrés sur l'ITIE. Et vous vous rendez compte que, comme ce sont des radios qui travaillent avec les communautés, directement l'information arrive au niveau des communautés. Et ce programme, nous allons le continuer sur les Katanga, sur les Sud Kivu, sur les Nord Kivu, avec la possibilité d'aller dans d'autres provinces. Effectivement, pour faire en sorte que l'ITIE soit connu du plus grand nombre possible et qu'à partir de ce plus grand nombre, que des pressions soient faites sur le gouvernement pour la réforme du secteur extractif. En attendant que tout ce projet se réalise, nous, on va essayer de faire notre part, en tout cas en informant de manière la plus concise, précise possible par rapport à l'ITIE. Alors je voulais revenir, je signale que sur ce plateau, dans le cadre de cette émission, je ne serai pas seule, je serai avec des étudiants, membres venus de différentes universités, membres du club ITIE qui vont également participer. Éventuellement, ils auront quelques questions à vous poser, maître Jean-Claude Katende, par rapport au processus ITIE ici en RDC. Alors, je reviens un peu ITIE. Qu'est-ce que la RDC, par exemple, gagne? Quels sont les avantages qu'offre cette initiative de transparence de l'industrie extractive? Peut-être pour la RDC? Bon, en ce qui concerne les avantages, je crois qu'il faut les situer à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est pour le gouvernement. Vous savez, et je l'ai dit souvent, quand à l'époque on parlait des pays civilisés, on pensait directement aux pays dont les modes de gestion, de comportement, de conduite s'alignaient sur l'Occident. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui,
un pays pour être appelé civilisé, c'est notamment un pays qui respecte les droits humains, un pays qui est transparent. Et donc, la République démocratique du Congo, en adhérant à l'ITIE, il devient un pays qui recherche la transparence, principalement dans les secteurs des industries extractives. Et donc, ça change l'image du pays. Donc, à ce niveau-là, l'image du pays est améliorée. Les gens se disent, c'est vrai qu'il y a encore des problèmes de corruption, des problèmes de ceci ou de cela, mais le pays fait des efforts pour se rendre transparent. Ça, c'est un problème de confiance. Confiance à deux niveaux. Au niveau des partenaires internationaux, mais aussi l'ITIE renforce la confiance entre les gouvernants et le peuple. Parce que l'ITIE permet de mettre les informations du secteur extractif à la disposition du peuple. Et donc le peuple peut voir, peut savoir, peut demander des comptes sur ce qui se passe. Donc ça permet à ce qu'on ait davantage la confiance aux gouvernants. Un autre avantage pour les gouvernements, c'est qu'en adhérant à l'ITIE, il y a la possibilité pour que les investisseurs internationaux apportent des capitaux frais dans notre pays, parce qu'on sait que le pays où il y a la transparence, il est possible d'investir sans être confronté à des problèmes d'éthique, notamment les problèmes de corruption. Maintenant, au niveau de la société civile, l'ITIE vient renforcer la liberté d'expression. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup qui l'ignorent, mais nous qui travaillons dans les secteurs depuis des années, il y a quelques années, une dizaine d'années, par exemple, il était difficile de parler de ces questions publiquement comme on le fait. En parler signifiait aller en prison, signifiait aller en exil, mais aujourd'hui nous pouvons en parler. Et en parlant, on ne peut pas nous inquiéter parce que l'ITIE en fait assure cette liberté d'expression. Parce que s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de débat. S'il n'y a pas de débat, la gouvernance ne peut plus aussi avancer. À ce niveau-là, donc, pour la société civile, pour les populations, c'est important. On ne savait pas qu'est-ce que notre pétrole produisait. On ne savait pas ce que les mines apportaient comme argent au gouvernement. Et même si ça existait, c'était à un certain niveau. Mais aujourd'hui, ces informations, grâce au rapport ITIE, sont à la disposition de tout le monde. Et cela renforce le principe de redevabilité. Ça nous permet de demander des comptes. Pour les entreprises, je crois que les entreprises sérieuses aimeraient investir dans un pays transparent, dans un pays où le peuple peut demander des comptes aux gouvernants, où les entreprises peuvent évoluer dans un certain environnement où il y a de l'éthique. Et donc, à ce niveau-là, les entreprises peuvent mobiliser encore des fonds à investir, donner des possibilités d'emploi aux populations, mais sans oublier que souvent il y a une guerre entre les communautés et les entreprises. Et cette guerre tire son origine, ou tirait son origine à l'époque dans le fait que les communautés ne savaient même pas que les entreprises payaient de l'argent à l'État et qu'il revenait à l'État d'améliorer les routes, des écoles, ainsi de suite. Donc, il y a des avantages à tous les niveaux. Donc, on se rend compte les avantages à tous les niveaux. Mais on revient parce qu'on parle du processus de l'ITIE sur base quand même du rapport ITIE RDC 2012. Avant qu'on parle de fond en comble sur ce rapport, quand on entend parler du rapport ITIE, qu'est-ce que ça veut dire? Non, les rapports ITIE, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est tout simplement un document dans lequel vous avez, d'une part, les informations du contexte. Les informations du contexte sont des informations qui entourent les paiements qui sont faits. Ça, c'est de un. Vous avez les informations contextuelles. Après les informations contextuelles, vous avez les déclarations qui sont faites par les entreprises et les régies financières qui sont conciliables. Et en troisième lieu, vous avez les déclarations unilatérales. Alors, pour ce qui concerne les informations contextuelles, il faut dire que l'ITIE est basé principalement sur la question des revenus que le gouvernement reçoit des industries extractives. Ça, c'est le cœur même de l'ITIE. Mais il arrive qu'il y a d'autres informations importantes pour comprendre
l'environnement dans lequel ces paiements sont générés, sont faits. Ce sont ces informations qu'on appelle les informations contextuelles. C'est notamment les conventions qui sont passées entre les entreprises extractives et le gouvernement. Et dans ces conventions, il y a des fois des obligations, on y inscrit des fois des obligations des entreprises, c'est-à-dire ce qu'elles doivent payer au gouvernement. Ça veut dire en d'autres termes que si vous ne maîtrisez pas ces conventions, vous ne pouvez pas maîtriser les revenus. Parce que si ces conventions ne sont pas connues, peut-être qu'il est inscrit que telle entreprise doit payer 100 $ par mois. Ça, c'est un exemple que je donne. Mais pour que je me rende compte effectivement que ces 100 $ ont été payés, il faut que je connaisse la convention. Et en dehors de la convention, vous avez toutes les lois minières, les lois pétrolières, qui organisent en fait les secteurs. Ces lois doivent être aussi connues. On doit savoir, par exemple, quelle est la production. Le Congo en termes de cobalt, en termes de cuivre, en termes de pétrole, qu'est-ce que le Congo produit par an? Qu'est-ce que le Congo produit? En ayant la quantité et connaissant les prix, par exemple, du cobalt ou du cuivre sur le plan international, je peux faire mes propres simulations pour voir si ce qui est déclaré est conforme à ce que les entreprises ont gagné ou ont produit. Donc, il y a ces informations qu'il faut connaître. Enfin, les déclarations rapprochées sont tout simplement les déclarations des revenus qui sont déclarés par l'État et par les gouvernements de part et d'autre. Enfin, vous avez des déclarations unilatérales. Là, c'est soit le gouvernement, pour certaines raisons, qui déclare seul, ou les entreprises qui déclarent seules. Parlez-nous très brièvement. La particularité, je crois que je passerai la parole tout à l'heure à mes frères étudiants, membres du club ITIE. Parlez-nous un peu brièvement du rapport ITIE RDC 2012. La particularité, elle réside où? Bon, en ce qui concerne la particularité du rapport ITIE 2012, c'est que le rapport 2011 a été produit sous l'égide des règles ITIE de 2011. En 2013, le conseil d'administration a adopté ce qu'on appelle la norme ITIE, en fait, qui comprend toutes les exigences que les pays de mise en œuvre doivent respecter pour rester membres de l'association ITIE. Et donc, le rapport 2012 a été produit sous l'égide de la norme ITIE. Ça, c'est la première différence. Et cette différence entraîne des particularités telles que dans le rapport 2012, vous pouvez trouver des informations du contexte dont j'ai parlé. Vous pouvez aussi trouver d'autres informations qui sont utiles. Et le rapport a aussi cette particularité, c'est qu'il apporte beaucoup plus de détails sur tous les paiements qui ont été faits par les entreprises. Ça veut dire que les rapports est de plus en plus désagrégés, donnent les détails qui puissent permettre à tous les chercheurs de pouvoir constater ou retracer chaque paiement qui est fait en détail. Ça, c'est très important. Une autre particularité, c'est que quand vous comparez le rapport 2011 au rapport 2012, vous allez vous rendre compte que les paiements qui ont été faits par les entreprises en termes de chiffres sont inférieurs par rapport à 2012. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut travailler dans le sens de trouver des raisons. Mais les raisons, il y en a plusieurs. On peut parler de cas de fraude, il y a des cas d'évasion fiscale, il y en a beaucoup. Donc ça, ce sont les grandes particularités du rapport 2012. Je me retourne vers nos amis étudiants qui s'intéressent au processus ITIE parce qu'ils sont organisés au sein d'un club. Alors à vous, quelqu'un a une question par rapport au rapport ITIE RDC 2012 ou par rapport au processus ITIE tout court? Si quelqu'un a une question, il peut se présenter et... Merci, M. Jean-Claude Katende. Je suis Tchounza Tantami Kagras, étudiant à l'Université de Kinshasa à la faculté des droits. Je suis aussi secrétaire général adjoint des clubs que voici, la DIGET ITIE Club, dirigé par le coordonnateur Junior Mouela. Ça fait un temps
que nous nous intéressons à la question. Nous portons aussi nos critiques sur la question, le processus et le rapport, la publication du rapport ITIE en RD Congo. Mais il y a aussi une réflexion que j'ai voulu tout simplement que nous réfléchissons ensemble. Nous parlons de la transparence et comme je ne cesse pas de le dire, la transparence d'abord c'est un état d'esprit. C'est-à-dire quoi? Nous devons désirer cette transparence pour y arriver. Et c'est tout un processus. Comment est-ce que nous nous organisons, nous, l'ITIR de Congo, pour parvenir à publier les rapports ITIE? Est-ce que nous nous tenons compte des potentiels fiscaux des entreprises des secteurs dont il est question? Parce que si nous lisons, lors de la conférence avec Mme Clashort, j'avais essayé de poser la même question, mais c'était en passant. Si nous lisons le code d'investissement, précisément à l'article 8, dont nous trouvons les conditions pour être déclaré entreprise en RD Congo. Parmi ces conditions-là, il y a le préalable d'abord avoir au moins 200 000 $ comme le capital et après cela. Et là, la transparence, nous avons ça. Partons de cette analyse, combien l'entreprise au cours de l'année 2012 avait exploité. Est-ce qu'il a vendu à haut? Parce qu'il y a des moments où ça baisse. Parce que si l'on tient seulement compte des chiffres que l'État nous donne et des chiffres que les entreprises nous donnent, vous savez, tout entrepreneur qui se respecte, c'est le liqure qui anime son esprit. Mais si l'on tient compte seulement des chiffres et on est fidèle à ces chiffres-là, je crois qu'il reste encore à désirer quelque chose pour parler de la transparence. Alors, une petite critique faite autour des rapports 2011 et des rapports 2012. Nous arrivons à comprendre qu'il y a quand même des données peut-être qui ne sont pas cohérentes. Soit en 2011, on a publié haut, l'entreprise a déclaré haute ses revenus et l'État a publié très bas. Et il y a aussi le rapport 2012, c'est confusion comme ça. Et comment est-ce que nous arrivons à faire les histoires sans concordance? C'est ainsi mes préoccupations, ce sont mes préoccupations les plus attristées. Maître Jean-Claude, comment on arrive à faire quand il y a cette façon de faire? L'entreprise publie d'autres chiffres, l'État congolais en donne d'autres. C'est un paradoxe. Comment la ITIE-RDC arrive à faire en sorte que ces chiffres qui sont effectivement publiés soient ceux qui sont réels? Bon, je pense que lui-même, en expliquant, il a posé la question à laquelle lui-même il a donné encore la réponse. En disant par exemple qu'il y a des fluctuations quand il y a des ventes. Donc, si l'entreprise réalise beaucoup de bénéfices, je prends par exemple pour l'impôt sur les bénéfices, c'est tout à fait normal que pour cette année-là, si le bénéfice augmente, l'impôt aussi va augmenter. Si les bénéfices diminuent, l'impôt aussi va diminuer. Donc, il y a un certain lien entre les deux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le processus ITIE est intéressant dans le sens que quand vous avez, par exemple, pour un impôt ou une taxe bien déterminée, un montant qui est communiqué par l'État qui est différent du montant qui est communiqué par l'entreprise, vous avez un écart qui peut être soit positif, soit négatif. Mais cet écart, je voulais dire, ce n'est pas seulement un chiffre, mais derrière ces chiffres, il peut y avoir des problèmes. C'est pour ça que les écarts doivent être justifiés. Ça nous rappelle l'histoire avec la DGRAD où il y a il a fait que la RDC puisse être recalée. Non, là c'était un problème de traçabilité. Le montant était communiqué mais n'était pas retracé au niveau du système pour qu'on soit sûr que cet argent est effectivement entré dans les trésors publics ou dans la caisse de l'État. Et donc, quand il y a un écart, il faut essayer de les justifier. Et dans la justification, on peut trouver soit qu'il y a un problème de gouvernance ou il y a un problème de dysfonctionnement du système. Et c'est pour ça que l'ITIE est là. C'est pour en fait identifier ces problèmes et permettre à l'État de les résoudre. Pour quelqu'un qui ne comprend pas l'initiative,
c'est une explication convaincante. Mais pour moi, cette explication me pose des problèmes de gouvernance au niveau de régie financière. Comment une régie financière qui est bien organisée, qui documente bien ses perceptions ou les revenus qui passent par son système, comment on peut perdre les notes de perception? Ça maintenant il faut creuser. Qui doit creuser? C'est là qu'il faut que la justice intervienne. Donc l'ITIE, pour faire un commentaire sur ce qu'il a dit tout à l'heure, l'ITIE à elle seule ne peut pas générer la transparence en République démocratique du Congo. L'ITIE peut être considéré comme un catalyseur, comme un élément qui vient pour booster, pour provoquer la transparence. Mais pour qu'il y ait transparence, il faut que la justice intervienne. Pour qu'il y ait transparence, il faut que le Parlement intervienne. Donc, on ne peut pas laisser tout le travail de transparence à l'ITIE. En parlant de l'ITIE RDC, avant de prendre une autre question auprès de nos amis, est-ce que vous vous contentez seulement des chiffres publiés par l'État ou vous avez droit également, vous jeter un coup d'œil dans les chefs des entreprises, justement pour essayer d'évaluer ces écarts existants ou ces oublis? Nous avons dit que le rapport ITIE comprend les déclarations, c'est-à-dire les flux financiers qui sont déclarés par les entreprises. Dans la colonne A, je donne un exemple, et dans la colonne B, vous avez les paiements ou les flux financiers qui sont déclarés pour chaque taxe, pour chaque impôt par le gouvernement ou les régies financières. Moyen de vérification, il y en a? Et nous les rapprochons pour voir si ces montants sont égaux ou il y a une différence. S'il y a une différence, on parle des écarts. Maintenant, la question des vérifications. Il faut que nous puissions savoir que les chiffres qui sont communiqués par les entreprises, il est exigé qu'ils puissent provenir des comptes qui ont fait préalablement l'objet d'un audit par un cabinet international. Donc ça veut dire quelque part qu'on assure une certaine fiabilité de ces données-là. Ce ne sont pas des données qui sont laissées à la libre déclaration des entreprises. Pour les gouvernements, c'est la même chose. Pour les cas de la République démocratique du Congo, nous aurions souhaité que ce travail de vérification soit fait par la Cour des comptes. Malheureusement ou heureusement, pour nous, nous disons malheureusement parce que nous aurions souhaité que la Cour des comptes fasse ce travail. C'est fait par l'Inspection générale des finances. Et l'Inspection générale des finances essaie de regarder la véracité des chiffres qui sont communiqués par les régies financières et fait une déclaration ou, comment je dirais, fait une certification pour dire que les chiffres tels qu'ils sont communiqués, ils sont proches de la vérité. Alors, est-ce qu'on voudrait une autre vérification? J'aimerais bien savoir laquelle. Ce n'est pas d'aller dans le sens où si les organisations de la société civile doivent passer dans chaque entreprise pour vérifier. Peut-être, si... pourquoi pas? Parce que souvent... Non, mais parce que si ça se fait de cette façon-là, c'est que les entreprises n'auront pas autre chose à faire que de travailler sur l'ITIE. On a dit que les entreprises sont là pour réaliser des bénéfices, pour faire des profits. Est-ce qu'il y a ce facteur confiance existante entre les entreprises et j'allais dire ITIE RDC, c'est-à-dire vous êtes obligé de vous baser également sur ce facteur parce que... Non, mais il faut dire d'abord que quand les entreprises, je disais au début que l'ITIE est un processus du gouvernement. C'est le gouvernement d'un pays qui dit, voilà, moi je voudrais adhérer à l'ITIE. Et donc, par ce fait-là, les entreprises qui opèrent dans ce pays-là sont appelées à participer. Et il faut dire que la confiance entre les entreprises et l'État a toujours existé depuis. On exploite les ressources naturelles en République démocratique du Congo il y a plus d'un siècle. C'était toujours entre l'État et les entreprises. Les citoyens étaient écartés. La question que vous pourriez me poser, c'est celle de savoir est-ce qu'il y a une confiance entre les entreprises et les organisations de la société civile déjà répondre à la question. Entre les gouvernements et les organisations de la société civile. Je ne peux pas parler en termes de confiance totale, mais nous avons un processus qui est mis en place et qui est en train de donner des résultats. Meilleur ou pas meilleur, l'essentiel c'est que nous avons
par les processus ITIE des documents qui nous permettent d'engager les débats. Des documents qui nous permettent de dire qu'ici nous ne voyons pas clair, là-bas nous ne voyons pas aussi clair. Ça c'est déjà un pas. Et je disais, ces documents il y a une dizaine d'années n'existaient pas. Donc nous ne devons pas nous satisfaire seulement de l'idéal. Nous devons en même temps évaluer ce que nous sommes en train de faire, en dégager les forces et les faiblesses et voir comment améliorer pour l'avenir, parce qu'en fait, la transparence est un idéal qu'on ne peut pas atteindre en un seul jour, surtout pour nos États où rendre compte au peuple est un processus difficile. Donc il faut y aller et nous sommes sur la bonne voie. Alors on va prendre une deuxième question de la part, on prend le cordon et puis on va prendre quelqu'un d'autre le cordon. Rapidement une question. Ok, merci. Je réponds au nom de Moué Lalumé Junior, coordonnateur Club ITIE RDC. Oui, monsieur le coordonnateur de PPC de vous payer. En fait, je voudrais juste savoir, parce que la RDC, au dernier conseil international de l'ITIE, dans un pays à côté, nous étions montrés au créneau pour être le pays pilote concernant l'exigence 3.11, qui est le propriétaire réel. Mais en lisant ces rapports, nous avons remarqué que non, l'administrateur indépendant a soulevé pas mal de critiques sur certaines entreprises qui n'ont pas publié leur propriétaire réel. Et quelles sont les décisions prises par le comité exécutif ITIE RDC par rapport à ça? Et la deuxième question, c'est celui de savoir ce qui fait la beauté de l'ITIE, c'est la participation de la société civile. Et ce qui fait l'élégance, c'est les débats autour des chiffres publiés par l'ITIE. La population est informée par rapport à la dissémination qui est adoptée par rapport à cette règle du G. Maintenant, le format actuel, est-ce que vous êtes sûr que ça permet que la population puisse être informée suffisamment concernant les chiffres publiés par l'ITIE? Alors, on commence par le 3.11. Hein, oui. Pour les novices, les gens qui s'y connaissent pas, vous nous expliquez par rapport au... Oui, je vais expliquer ça en des termes très simples, hein, parce que le coordonnateur a utilisé des termes techniques que moi je comprends, mais nous voulons que la population comprenne. En fait, quand on parle de la propriété réelle, on parle des personnes qui sont responsables, qui bénéficient en dernier lieu de tout ce que l'entreprise fait. C'est-à-dire les vrais propriétaires de l'entreprise, ceux qui bénéficient de tous les résultats que l'entreprise produit dans un pays. Cela est important. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé souvent que les hommes politiques soient impliqués comme actionnaires dans certaines entreprises. Avec cette conséquence que quand les hommes politiques sont impliqués comme propriétaires de certaines entreprises, ces entreprises dans les pays comme les nôtres ne paieront jamais les taxes, ne paieront jamais les impôts, ne seront jamais soumises à des obligations comme toutes les autres entreprises. Et donc, il est important dans le cadre de la transparence qu'on sache que telle entreprise a pour propriétaire telle ou telle autre personne. Et c'est ça la question. Comme je le disais aussi, il faut toujours partir de ce qui est bien fait. Dans le cadre du projet pilote sur la propriété réelle, la République démocratique du Congo a été cotée comme un des pays qui avait un meilleur processus pour la mise en œuvre du projet pilote. Un des meilleurs pays. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des insuffisances. Et ces insuffisances viennent de quoi? De un, parce que notre pays n'a pas une définition de ce qu'on appelle propriété réelle. Nous n'avons pas une définition juridique. C'est maintenant là, grâce à l'ITIE, qu'on voudrait, n'est-ce pas, façonner une déclaration, une définition juridique de la propriété réelle ou du propriétaire réel. Ce qui a eu comme conséquence que, par exemple, les institutions comme Cadastre minier, où on a répertorié les entreprises, où on a un registre qui répertorie les entreprises et les actionnaires, on n'avait pas spécifié quels sont en fait les propriétaires réels pour chaque entreprise. Vous voyez? En sorte qu'il y a des entreprises où on connaît seulement les avocats qui sont venus faire la procédure pour que l'entreprise soit accréditée, acceptée dans un pays, ou soit implantée dans un pays.
ces insuffisances nous suivent jusqu'aujourd'hui. Et grâce à l'ITIE, on est en train de travailler pour les améliorer. Ça veut dire en d'autres termes que l'administrateur indépendant, en faisant des observations, en constatant certaines faiblesses, ces faiblesses sont réelles. Mais déjà sur base des registres qui existent, nous avons certains éléments qui permettent déjà pour certaines entreprises de saisir qui sont les vrais propriétaires. Mais je suis d'accord que le processus continue. Deuxième question, en ce qui concerne le format du rapport. Je l'avais déjà dit, le rapport ITIE, tel qu'il est fait aujourd'hui, ne peut pas permettre aux citoyens de s'engager dans les débats publics sur l'ITIE. Pourquoi? Ce qui intéresse les citoyens, ce n'est pas seulement de savoir qu'est-ce que les entreprises ont payé. Ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important pour les citoyens, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On nous dit, voilà, par exemple, pour le rapport 2012, il y a eu plus d'1 milliard de dollars empochés par les trésors publics. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà ce qui nous intéresse, nous, en tant que citoyens. Que le gouvernement, que les dirigeants de notre pays nous disent cet argent est allé dans les poches des gens, cet argent est allé dans le fonctionnement des institutions, parce que chez nous, quand vous regardez les budgets de l'État, plus de la moitié est consacrée au fonctionnement des institutions. Ce qui veut dire que c'est de l'argent qui profite aux dirigeants, à ceux qui animent les ministères, à ceux qui sont à la présidence, ainsi de suite. Mais derrière ces dirigeants-là, M. Katende, il y a quand même des familles, il y a 2, 8, 10... Non, nous ne pouvons pas réfléchir dans ce sens-là. Parce que si nous réfléchissons dans ce sens-là, chacun de nous va dire qu'on augmente son salaire parce qu'il a derrière lui, tel que nous sommes là, nous ne pouvons pas avoir chacun de nous derrière lui les 70 millions de Congolais. Donc il faut qu'on mette en place un système qui permette à ce que quand l'argent est produit, que chaque citoyen, même celui qui n'a pas un frère, une sœur dans les institutions, puisse tirer bénéfice. Parce que il y a une réalité qui est vraie, c'est que tous nous ne serons pas des présidents de la République, nous ne serons pas des ministres, mais là où je travaille, je dois pouvoir tirer profit du système qui est mis en place, parce que c'est un système qui permet une répartition, si ce n'est pas équitable, au moins juste on s'achemine vers la fin de cette émission. On va prendre 2 dernières questions. Je prends l'ami qui est derrière et puis on va clôturer par celui qui est derrière. Moi, c'est Joël Sungula Luaba. Je suis membre de l'ITIE Club, je suis secrétaire général en fait. Je voudrais commencer d'abord par féliciter le processus ITIE, puisque déjà, depuis un certain temps, ce processus est en train de booster l'économie de notre pays. Mais mon problème est le problème de l'information, c'est ce qui me préoccupe un peu plus. Parce que déjà, l'ITIE devait rattraper ses retards de publication. Il y a les rapports 2013 et 2014 qui n'ont pas été publiés, mais le rapport 2012 n'a pas connu de dissémination. Il y a jusque-là manque d'informations. Est-ce que l'ITIE continuera toujours à publier ces rapports tant qu'il n'y a pas de dissémination? Et pourtant, en lisant ces rapports de 2012, j'ai remarqué qu'il y a un point très important. Le budget de l'État de 2012 était de 5 milliards. Et pourtant, le secteur extractif a apporté plus d'1 milliard de dollars. Ce qui représente à peu près plus de 20% du budget national. Et il y a encore le rapport de 2013 que l'ITIE doit publier. J'aurais appris au mois de juin que l'ITIE doit publier le rapport de 2013. Il y a le rapport de 2014 qui doit encore publier. Et le rapport de 2015 nous attend. Est-ce que l'ITIE continuera toujours à publier des rapports sans faire un plan de dissémination? Ou devrons-nous d'abord comprendre chaque rapport avant de chaque publication? C'était ça, en fait. La vulgarisation, la dissémination, le retard dans les différents rapports, même si l'ITIE apporte des avantages, il y a des choses à redire quand même. Hein? Non, bon, je pense qu'en ce qui concerne la dissémination du rapport 2012, c'est ce que nous sommes en train de faire. On le fait en 2015, oui, mais non, je veux revenir alors qu'on à ça. attend le rapport. Non. D'abord, c'est en ce qui concerne la dissémination du rapport 2012. Je suis d'accord avec notre ami que le rapport n'a pas encore connu une dissémination qui puisse permettre à ce que les citoyens soient au courant de l'information. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Donc les organisations de la société civile doivent être aussi capables de mobiliser l'argent pour assurer cette dissémination. Je vous dis, pendant que nous parlons ici, au Bas-Congo, les radios communautaires sont en train de faire la dissémination du rapport ITIE 2012. Donc il y a des efforts qui sont faits. Mais ici, il faut interpeller le gouvernement parce que même si les organisations de la société civile mobilisent des fonds, ça ne va pas être des fonds importants qui peuvent permettre à ce qu'on fasse la dissémination sur l'ensemble. Vous vous sentez seul dans cette l'ensemble du pays. Donc, nous pouvons dire que pour le rapport 2012, c'est publier ce que vous payez qui prend de l'avance. Et ça, nous sommes d'accord qu'il faut que les choses changent. Mais qu'est-ce qui explique ce désintérêt? Parce que vous n'êtes pas seul, il y a le gouvernement qui peut également. Mais pourquoi c'est seulement vous, les organisations de la société civile, qui essayent? Vous pensez que de l'autre côté, ils n'ont que faire le gouvernement est engagé, mais on attend que le gouvernement disponibilise les moyens pour permettre aux groupes multipartites, par le canal de la société civile, d'assurer cette dissémination. C'est ce qu'on attend. Et c'est l'appel que nous lançons pour que ça se fasse. Maintenant, en ce qui concerne la question du retard dans la publication. Dans le sens de l'ITIE, il n'y a pas de retard. Parce que la norme permet au pays de pouvoir publier des rapports qui peuvent avoir au maximum un retard de 2 ans. C'est permis par la norme. Mais l'idéal pour nous, c'est que nous puissions avoir un rapport à la fin de chaque année. Donc, ce retard va être rattrapé par la République démocratique du Congo parce que d'ici la fin du mois de juin, on va publier le rapport 2013 et à la fin du mois d'août, on va publier, si mes souvenirs sont bons, le rapport 2014. Il y aura cumul de rapports comme ça. Et on va accumuler ces rapports pour arriver à couvrir toutes ces années et à récupérer le retard. Cela d'autant plus que les députés nationaux ont demandé à ce que ces rapports soient publiés, chaque rapport pour l'année qui le concerne, pour permettre aux députés nationaux de s'en servir pour, n'est-ce pas, la discussion sur les prochains budgets. Mais contrairement à l'idée qui est toujours véhiculée, parce que souvent quand on pose la question en ce qui concerne le retard dans la publication de rapports, ça conduit souvent à conclure que ces rapports-là ne sont pas importants. C'est pour ça que je disais que même si les rapports sont publiés avec 2 ans de retard, ces rapports contiennent des problèmes de gouvernance qu'il faut étudier et résoudre. Parce que les mêmes problèmes qui se sont posés en 2012, nous les avons aussi en 2015, tant qu'ils ne sont pas résolus. Donc ce sont des rapports qui contiennent des informations importantes. Ne faisons pas comme quelqu'un qui a dit, si vous voulez cacher une information à un Africain, il faut l'écrire. Dès que l'information est écrite, les gens considèrent que ce n'est pas vrai, on commence à chercher ailleurs. Il faut d'abord utiliser l'information. On va prendre la toute dernière question, mais puisque vous parlez de l'Assemblée nationale et des députés, est-ce qu'ils sont déjà arrivés à se servir de vos différents rapports par rapport, par exemple, à quel budget, c'était quel rapport, et ils se sont saisis d'un rapport ITIE pour essayer de parler de ça dans un budget de l'État? Ça remonte à quelle année? Est-ce qu'ils s'en servent d'abord ou ils disent ça seulement pour parler et concrètement rien n'est fait? Non, il faut dire d'abord que les députés n'ont pas encore commencé à utiliser les rapports comme nous aurions souhaité qu'ils les fassent. Le seul moment où nous avons senti vraiment que notre Assemblée nationale était impliquée dans l'ITIE, c'est quand il s'agissait des 82 millions de dollars qui concernaient la DGRAD. C'est là où il y a eu des interpellations. Mais ils ont politisé l'affaire. Oui, après, il n'y a pas eu d'intérêt. Donc, nous pensons qu'il est important que les députés s'intéressent à l'ITIE, particulièrement au rapport, non seulement pour l'élaboration des prochains budgets, mais surtout parce que ces rapports démontrent les problèmes qui se posent dans les secteurs. Et ces problèmes nécessitent l'interpellation des ministres, l'interpellation du gouvernement, pour que la gouvernance dans ces secteurs s'améliore.
Maître Jean-Claude Katende, je vous remercie d'avoir été notre invité ce soir avec vous. Je remercie également les amis du club ITIE RDC dans différentes universités. Merci à vous pour votre participation. On se rend compte qu'ils s'y connaissent vraiment. Même si j'aurais bien voulu qu'une femme pose des questions, mais je crois que c'est préférable pour la prochaine fois. Elles en ont les moyens, les capacités, je n'en doute pas. La prochaine fois, comme on est en pleine vulgarisation, dissémination du rapport ITIE 2012, je crois qu'on ne manquera pas de revenir dans le cadre de cette émission, essayer de vulgariser ITIE, le processus de ITIE ici en République démocratique du Congo. Donc merci à vous d'avoir participé à cette émission. Un mot de la fin, très rapidement. Non, merci madame de m'avoir invité. Merci également aux téléspectateurs. J'espère que, non, je crois que l'émission vous a plu. L'émission a parlé, je vous rappelle, de l'ITIE, processus de l'ITIE ici en République démocratique du Congo, sur base du rapport ITIE 2012. Madame, messieurs, surtout, appelez-nous. N'hésitez pas de nous contacter. Vous qui avez des questions, nous n'hésiterons pas de transférer cela à qui de droit par rapport à ce processus qui impacte et qui influe sur la gouvernance ici en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été de nôtres. On se dit au revoir et on se retrouve à une prochaine occasion.